Aujourd'hui, on va vous parler des modèles mentaux. Ce sont des schémas mentaux qu'on se crée pour comprendre le monde. Mais ce qu'ils expliquent, c'est que plus vous avez de modèles mentaux, plus votre boîte à outils est grande et donc plus vous avez de chances d'avoir les bons modèles pour voir la réalité telle qu'elle est. Tu vas faire un truc et en fait, tu dois conscientiser le fait de t'arrêter, de te dire, OK, comment je gère cette situation? Pose de manger super gras. Tu sais que tu vas pas dormir le soir parce que tu vas être au bout de ta vie, tu auras trop bouffé et c'est du vécu souvent. Je mange gras quand même. Tu vois. Mais il y a vraiment ce côté où en fait, tu dois te dire, attends, si je mange cette pizza là, je vais passer une très mauvaise nuit. Demain, j'ai une super réunion importante et tout, faut que je me lève tôt. Nous, Homo sapiens en 2020, vit avec un cerveau qui est archaïque, mais vraiment qui a plusieurs dizaines de milliers d'années, qui a très peu évolué, avec des institutions qui sont dépassées et avec une technologie divine qui est vraiment digne des dieux. Il y a un décalage énorme entre tout ça. Moi, je me souviens jamais de ce que je dis. C'est-à-dire qu'en gros, là, on va raccrocher l'épisode. J'aurais aucune idée de ce que je viens de raconter. Et du coup, si vous me dites, ah ouais, moi, dans Stémator, t'as dit tel truc et tout. Et là, moi, je vais te dire, qu'est-ce que j'ai raconté comme connerie encore? Tu vois, genre, c'est terrible. Bienvenue dans Systémator, le podcast qui se demande s'il faut agir avant de réfléchir ou réfléchir avant d'agir. C'est Seb de Somolto.fr et Wesley de wesleyjoachim.com. Salut Wes. Salut Seb, salut à tous. Aujourd'hui, on va vous parler des modèles mentaux. Ce sont des schémas mentaux qu'on se crée pour comprendre le monde. Et en fait, le truc, c'est que chacun en crée à sa façon tout au long de notre vie, mais on peut aussi les emprunter aux autres. Et du coup, il y a une vraie tendance de fond sur ce sujet depuis plusieurs années où les grandes réussites un peu mondiales partagent dans des livres, dans des vidéos, dans des conférences leur façon de réfléchir. Euh, un des plus connus, c'est Warren Buffett, l'une des personnes les plus riches de la planète, qui a énormément investi dans des entreprises. Jeff Bezos et plein d'autres grands noms dans le milieu de on va dire de la réussite, en tout cas financière et entrepreneuriale. Et donc voilà, on voulait vous parler de ça, mais on voulait aussi vous parler quelle est la place de l'instinct, surtout par rapport à ça. Donc on va développer un petit peu ça. Avant tout, on va faire notre petite messe. C'était un épisode compliqué à lancer, mon cher Wesley. On a pris à peu près plus d'une heure et demie à configurer le logiciel qu'on utilise toutes les semaines d'habitude. Là, on est un peu essoufflé, mais du coup, on est chaud, quoi. On est chaud là, et là, ça aura d'autant plus de saveur. Voilà. On parlera des modèles mentaux que tu as utilisés pour tenir jusqu'ici pendant 1h30 de réglage de problèmes. Ça Mais demande du avant tout, mental, ouais. Ça demande du mental. Et avant tout, les avis, évidemment. Si vous appréciez les modèles mentaux, eh bien, nous, on a un modèle, c'est d'aller mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Stitcher pour accompagner Systémator dans sa progression. C'est important pour nous. Vous pouvez également nous retrouver sur systemator.tech, TECH, comme tu sais si bien dire Seb, et nous retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. J'ai lancé un groupe il y a quelques semaines dans lequel je partage régulièrement des idées, des vidéos, du contenu pour vous aider dans votre vie professionnelle à bien vous organiser, à rester créatif et être épanoui au quotidien. voilà, tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Et puis, si ces épisodes vous plaisent, vous pouvez les partager à vos amis, vous pouvez les partager sur vos réseaux sociaux. Et ça nous aide énormément. Maintenant, la messe est faite. C'est parti, mon cher Wesley. Alors Wesley, peut-être que certains d'entre vous, vous connaissez déjà les modèles mentaux, mais on va quand même rappeler un peu ce que c'est. Et on va surtout donner quelques exemples parce que c'est pas forcément un sujet évident. On connaît pas forcément quand on n'est pas un peu dans ce monde Silicon Valley et compagnie, quoi. C'est quoi un modèle mental, Wesley? Alors, un modèle mental, comme une grille de lecture qui permet de simplifier la complexité du monde qui nous entoure. Et ça nous permet de comprendre le monde plus facilement. Un petit peu comme, vous voyez, vous avez l'arc-en-ciel avec une infinité de couleurs. Eh bien, le fait de dire qu'il y a 7 couleurs et de les segmenter comme ça, de les distinguer, ça va permettre de mettre la main plus facilement sur chacune des couleurs et de pouvoir comprendre les phénomènes. Et ben, c'est pareil, les modèles mentaux. L'idée, c'est d'avoir une tapisserie de modèles mentaux pour comprendre le monde, avoir différentes grilles de lecture qui s'entrecroisent. Et alors, il y a un blog de référence là-dessus, on vous a mis un lien dans les notes de l'épisode qui s'appelle Farnham Street, FS. C'est tout en anglais. Mais ce qu'ils expliquent, c'est que plus vous avez de modèles mentaux,
plus votre boîte à outils est grande et donc plus vous avez de chances d'avoir les bons modèles pour voir la réalité telle qu'elle est et ne pas être dans l'illusion dans votre vie et vous planter tout simplement. Alors, Seb, tu voulais peut-être dire quelque chose, mais je vais parler ensuite de justement de la problématique d'être un spécialiste aujourd'hui, quoi. Ouais, donc en fait, si je résume un petit peu ce que tu dis, il se passe une situation XY dans ma vie, peu importe ce que c'est, peu importe si c'est grave ou pas, mais je dois prendre une décision. Et en fait, soit je la prends du tac au tac, soit je vais piocher dans toute une série de modèles mentaux que j'ai appris pour essayer de prendre la meilleure décision. Parce que souvent, le monde n'est que la réalité qu'on voit nous, en fait, mais n'est pas forcément la réalité de tout le monde, en quelque sorte. C'est un peu complexe, mais globalement, c'est comme tu vois, on parlait un moment de la critique il y a quelques épisodes. Quand tu crées un contenu et que tu es à fond dedans, pour toi, c'est un peu le truc le plus précieux du monde. C'est le truc le plus important du monde et tout le monde parle que de ça, tu vois. Par exemple, j'ai fait une vidéo sur Nicolas qui est en train de dépasser Tesla, enfin pas de dépasser Tesla, mais en tout cas de chatouiller un peu Tesla en bourse, en tout cas sur sa notoriété. Et en fait, quand j'ai fait ça, j'ai cru que tout le monde en parlait, tu vois. J'avais l'impression que tout le monde parlait que de ça, en fait, mais parce que j'étais à fond dedans. Et en fait, du coup, tu es dans une espèce de réalité déformée que tu t'es créée. Et les modèles mentaux te permettent en gros de sortir de ça, quoi. Exactement, c'est des très bons exemples que tu donnes, effectivement, parce que pour vous ceux d'entre vous qui découvrent le concept même de modèle mental, et même peut-être cette expression, vous n'avez peut-être jamais entendu parler de modèle mental, effectivement, ça va être important de donner des exemples et d'être pragmatique. Donc, voilà, c'est ce qu'on va s'efforcer de faire. Merci Seb pour ces précisions. Et justement, la réalité, elle est toujours déformée, elle est toujours subjective, la réalité de chacun. Et le problème, c'est qu'effectivement, nous sommes des spécialistes dans nos domaines respectifs, dans nos disciplines respectives, et on a la vision du monde qui nous est propre, comme dans un jeu vidéo, quoi. T'es pas omniscient, t'es depuis un personnage que tu contrôles. Et au lieu d'avoir cette fameuse tapisserie, ce fameux treillis de modèles mentaux qui s'entrecroisent, et donc un peu comme imaginer plusieurs grilles de lecture qui s'entrecroisent pour avoir quelque chose de très, très affiné, très granulaire, très précis, eh bien, on n'a que ceux qui sont propres à notre discipline et encore. Et le problème, c'est que chaque spécialiste va avoir tendance à voir les choses selon la grille de lecture qui correspond à sa discipline. Par exemple, un ingénieur typique, il va penser en termes de système. Le psychologue, il va plutôt penser en termes d'incitation. Le biologiste, en termes d'évolution, évidemment. Et par exemple, lorsqu'on parle d'une forêt, un botaniste qui va voir une forêt, lui, va se concentrer sur l'écosystème. L'environnementaliste, il va voir plutôt l'impact du changement climatique. L'ingénieur forestier, ça va être plutôt l'état de croissance des arbres, alors que l'homme d'affaires, il va penser à la valeur du sol, la valeur de la terre. Et au fond, aucun d'eux n'a tort, mais aucun d'eux n'est non plus en mesure de décrire l'entièreté de la forêt et de la voir dans son ensemble à travers justement ces différentes grilles de lecture, ces différents angles d'analyse. Et encore une fois, plus vous avez une richesse de modèles mentaux à votre disposition et plus vous verrez le monde avec de manière rationnelle. Quelqu'un qui a juste un marteau, il va avoir tendance à voir des clous partout. Si vous avez une boîte à outils qui est riche, eh bien vous pourrez sortir l'outil qui sera le plus pertinent par rapport à une situation donnée. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous. Seb, je sais pas ce que... Moi, ce que j'aime bien avec ça, avec ce sujet-là, aujourd'hui, c'est que on est vraiment dans le système, quoi. C'est typiquement, vous avez une batterie de système, vous avez plein de mécanismes différents que vous pouvez activer, utiliser pour prendre des décisions. Et on est pile dans le système à tort, quoi. C'est clair. Il a fallu attendre plus de 50 épisodes. mais c'est vrai que j'y ai pensé en plus en préparant l'épisode. Je me suis dit, mais on est vraiment, c'est du système là. Mais c'est ça. Mais après, bon, je pense qu'en fait, effectivement, il y a des modèles mentaux qui sont connus, documentés, mais on en parlera aussi après. C'est que moi, j'ai la conviction qu'en fait, on se crée tous des modèles mentaux tout le temps, et qu'on juste on n'en parle pas forcément, ou alors voilà, chacun a un peu sa vision du monde, et finalement tous les épisodes dont on parle,
par exemple, comment répondre à la critique, c'est des systèmes, c'est des modèles mentaux finalement, tu Bien vois. sûr. Le fait de se dire, bah, je regarde rien et j'avance parce que c'est le plus important, c'est de publier régulièrement. Si on revient sur cet épisode, bah, c'est une forme de modèle mental, je pense finalement. Grave, grave. Après, ouais, c'est effectivement, on peut se créer nos propres modèles mentaux tant que ça marche. On va en reparler, effectivement. Ce sera super intéressant de faire cette comparaison entre l'intuition d'un côté et puis le raisonnement par modèles mentaux qui sont testés et avérés par les grands penseurs de ce monde. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de modèles mentaux? Alors, oui, absolument, je peux donner quelques exemples. Je vais pas pouvoir aller en profondeur dans chacun d'entre eux, mais on a typiquement le modèle mental des premiers principes, first principles thinking, comme on dit en anglais. Là, c'est lorsque vous vous attaquez donc vous êtes dans une discipline, vous vous attaquez à un marché, par exemple, qui va être complexe, et la situation va être voilà, complexe et difficile. Euh, au lieu de résoudre une problématique en rentrant directement dans le vif du sujet, eh bien, on va revenir à la source, on va revenir au premier principe en se demandant, bah, par exemple, je crois que c'est ce qu'avait fait Tesla, au lieu de partir du marché de la voiture et de se dire, OK, on va faire une voiture qui sera, alors écologique, c'est un grand mot, mais en tout cas, qui sera électrique. Euh, ils sont vraiment repartis de la source avec, d'ailleurs, c'est ce qu'a fait Elon Musk. Il a recruté des ingénieurs qui n'étaient pas dans le domaine de l'automobile pour justement partir d'une feuille blanche et ne pas partir d'un schéma déjà préconçu sur OK, l'automobile c'est ça, et dans l'automobile on va innover. C'est vraiment comment est-ce qu'on peut raisonner, comment est-ce qu'on peut créer une voiture en s'appuyant sur des principes fondamentaux alors je suis pas technique, mais tu vois, de la physique, de la mécanique. C'est ça les first principles, les premiers principes. On va avoir un autre modèle mental que je pourrais peut-être un peu mieux expliquer que les premiers principes, c'est la pensée de deuxième ordre, second order thinking, comme on dit en anglais. Là, c'est le fait tout simplement de sortir de la gratification instantanée. Vous savez, quand vous mangez quelque chose de gras, de sucré, quand vous allez surfer sur les réseaux sociaux, vous avez cette gratification instantanée de OK, c'est cool, j'y vais et je me sens bien tout de suite, hein, ce fameux pic de dopamine. La pensée de deuxième ordre, elle consiste tout simplement à voir beaucoup plus loin, à anticiper et à se dire OK, je vais, comment en anglais on dit delay, mais là ça va être je vais refuser de profiter de cette gratification instantanée. Ouais, tu vas gagner en fait Ouais, après, je en vais, fait. je vais, je vais la repousser dans le temps, je vais la décaler en me disant OK, bah, par exemple, je vais manger mes légumes verts aujourd'hui, je vais aller au sport ce soir, et je sais que sur le long terme, ça va être bénéfique pour ma santé. Donc c'est ça la pensée de deuxième ordre. Et évidemment, ça s'applique à tous les domaines, hein, possiblement dans la vie. Voilà, quelques autres modèles mentaux. Il y a l'inversion. L'inversion, c'est plutôt que de chercher la meilleure solution ou les meilleures manières de faire quelque chose, c'est plutôt se dire, OK, si je voulais échouer là-dedans, à 100%, qu'est-ce que je ferais pour échouer? Tu listes toutes les choses et ensuite, bah, évidemment, c'est tout ce que tu ne vas pas faire. Ça, c'est l'inversion. Et c'est bien parce que ça permet en gros d'éviter les erreurs éliminatoires plutôt que de chercher la C'est le perfection. principe un Ouais. peu c'est le principe un peu d'être pessimiste, en fait, en quelque sorte, et d'essayer de comprendre toutes les choses qui feraient que Ouais, ton ouais, projet ne marche exactement. pas. Ouais, c'est un truc que moi, je fais énormément. Je pense que c'est super chiant pour mes collègues, parce qu'en fait, j'ai l'impression de passer tout le temps pour tu vois, le mec qui est jamais content, qui, euh, qui voit tout le temps les problèmes au lieu de voir comment dire, les choses bien Mm, faites, mm. tu vois. Mais en fait, je trouve que c'est une façon géniale pour progresser très vite. Alors, c'est dur, je pense. Tout le monde n'est pas réceptif à ça. Et je pense que tu peux pas travailler avec tout le monde là-dessus. Mais par contre, c'est une façon de penser que si vous appliquez, vous allez forcément devenir très exigeant avec vous-même et avec les gens qui vous entourent. Et du coup, en contrepartie, même si ça va être un peu dur à certains moments, vous allez aller très vite, vous allez progresser très vite parce que vous voyez les obstacles et vous êtes capable de les identifier. Et voilà. Et on n'est pas dans cette complaisance permanente qui peut être nocive, tu vois. De regarder tout ce que tu fais de bien ne te permet pas forcément de progresser. Mm, mm. Yes, yes. Effectivement, c'est du pessimisme. Enfin, toi, tu parles de pessimisme, mais moi, je dirais que c'est du réalisme et c'est du.
C'est l'inversion, quoi. Imaginer tout ce qui pourrait mal se passer pour justement se dire, bah, au moins j'assure l'essentiel et il n'y aura pas de grosses catastrophes. D'ailleurs, je crois que Warren Buffett est beaucoup là-dedans quand il investit. Ça va pas être Ouais, essayer de faire un jackpot sur un investissement, mais c'est plutôt éviter les gros, voilà, les trous noirs et ce qui va pas marcher du tout, quoi. Donc c'est plus ça, c'est quoi. clair. C'est plus la somme de petits investissements sûrs. Warren Buffett, donc pour ceux qui connaisseraient pas, c'est un investisseur très 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 connu aux États-Unis. C'est un des gars les plus riches du monde. Avec Charlie Munger, son collègue, ils ont investi dans énormément d'entreprises et ils ont fait des fortunes. Le truc, c'est qu'en fait, tu vois, en investissement, c'est vraiment le truc où tu as typiquement besoin absolument à 100% de modèles mentaux, quasiment, parce qu'en fait, si tu te bases à l'instinct, tu es Mhm. perdu, quoi. Tu vois, j'ai fait justement cette vidéo sur cette entreprise qui s'appelle Nikola, qui est un concurrent à Tesla, qui sont entrés en bourse récemment. Et en fait, tu vois, avec la presse et ce qu'ils ont promis, ils cartonnent. Donc en fait, ils vendent des camions à hydrogène et des véhicules à hydrogène, qui est donc une technologie plus propre que l'électrique, plus propre que ce que propose Tesla et compagnie. Et en fait, ils ont réussi une formidable levée de fonds, une formidable levée en bourse. Donc, ça rentrait en bourse, tout le monde a investi dedans. Alors que les mecs, ils ont absolument rien prouvé. Ils n'ont pas créé un seul véhicule réel, tu vois. Il n'y a aucun prototype. Enfin, vraiment, il n'y a rien du tout, quoi. Et les gens ne seront pas livrés avant 2021 Mhm. minimum, quoi. Donc, en fait, probablement, ils ont levé plein d'argent sur du vent, en quelque sorte. Alors, probablement qu'ils vont essayer de faire des choses. Mais en fait, quand j'ai construit la vidéo et que je me renseignais sur eux, j'étais en mode, putain, si ça se trouve, j'aimerais trop investir dans cette boîte parce que bah, déjà, je fais la vidéo, donc il y a un côté, j'y crois un peu, tu vois. Et je me suis un peu enfermé tout seul dans dans ma réalité en mode, ah, mais ça y est, tout le monde parle d'eux. Ça se trouve, je suis en train de louper l'affaire du siècle. Ça se trouve, c'est le nouveau Tesla. Alors qu'en fait, j'ai aucun élément pour le décrire. Et moi-même, critiquant ça dans ma vidéo, j'avais quand même un doute, tu vois. Le doute, putain, et si je suis en train de passer à côté d'un truc de fou. Et le problème, c'est que si tu fais ça avec tout le monde, avec toutes les boîtes qui passent dans les presses, dans les Forbes, et tu sais, tous ces magazines et tout ça d'entrepreneurs où ils te parlent de success story et tout, alors que les mecs ont juste levé des fonds et qu'ils ont rien prouvé, bah, t'es perdu, en Mhm. fait. Ça t'est déjà arrivé, toi, De quoi? d'avoir un peu ce genre de moment où, tu vois, tu te perds un peu dans tes réflexions, où tu te dis, là, je suis en train de passer à côté d'un truc de fou, et puis en fait, a posteriori, tu te dis, non, mais en fait, c'était stupide. Ouais, parce qu'en fait, on va en parler encore une fois un peu plus tard. Ce sera intéressant par rapport justement à l'instinct et au fait d'être. Moi, je crois qu'il y a vraiment une question d'échelle. C'est-à-dire que les modèles mentaux, ça permet de dézoomer. Ça permet de dézoomer et, et de sortir du cadre de sa petite personne et de son petit intérêt ici et maintenant. Et de voir, voilà, vraiment, c'est ouvrir le grand angle, quoi, tu vois. C'est voir le monde, quoi. Ouais, tu passes de toi en Ouais, mode c'est ça. centre du monde à tu vois le Exactement. monde, en Et fait. ensuite, si tu passes de toi en mode centre du monde à je dézoome et je me vois comme un élément du monde, dans le monde, et je me dis, ah d'accord, je peux faire ça, ça, ça d'intéressant. Et c'est vrai que c'est totalement différent. Et je crois que, oui, je vais répondre oui à ta question. Et c'est parce que justement, les fameuses œillères posent aussi sur les yeux et on dézoome pas, quoi. Un peu comme un drone qui va décoller, je connais bien ça, et qui va forcément, plus il va prendre de la hauteur et plus il verra la mosaïque. J'aime bien parler du puzzle, tu vois. C'est un peu ça, en fait, les modèles mentaux. C'est plutôt que d'avoir une seule pièce ou trois pièces du puzzle, vous allez en avoir des milliers. Et bah forcément, quand vous avez des milliers de pièces, le dessin du puzzle est très différent. Il y a de grandes chances qu'il soit très différent de ce que vous avez sur une seule pièce. Donc vraiment dézoomer, dézoomer, dézoomer. Je vais bien donner trois autres modèles mentaux rapidement, Ouais. sans trop les développer. Il y a le rasoir de Henlon's Razor, qui consiste à ne pas attribuer à quelqu'un de la malice ou de la méchanceté ou de la mauvaise intention, alors que c'est simplement de la stupidité ou voilà, ou un mauvais Un mauvais calcul ou de calcul. l'étourderie. Typiquement, quelqu'un qui vous répond pas, ou voilà, même hier, on était au restaurant avec Seb, ça pourrait être le truc de la semaine, non, ce serait pas. Mais ils nous ont pas servi, on est resté 5 bonnes minutes en terrasse, en plus on leur avait parlé et personne n'est venu, donc on est parti chez des voisins. Euh, et voilà, ils sont pas méchants ou mauvais. Enfin moi, non, c'est juste que ils sont dans le buzz, ils se rendent pas compte de la valeur de quatre personnes à tabler. Bah, c'est quand même du chiffre qui perdent. Et donc pour plein de raisons,
ils sont pas venus, ça veut pas dire que ce sont des gens diaboliques. Donc c'est ça ce rasoir. Ouais, puis ils nous aimaient Exactement. pas Donc ou autre. vraiment, de pas prendre personnellement les choses aussi et se dire non, c'est juste que on est humain en fait. Ça nous arrive tous de recevoir un message et que l'autre personne, elle ait le vu sans la réponse. Quand nous, on est dans cette position, on oublie, ah merde, j'avais pas répondu, ça faisait une semaine. Quand c'est dans l'autre sens, évidemment, on va avoir tout type de raisonnement ah mais cette personne du coup elle s'en fout de ma gueule du coup machin, alors qu'en fait non. Je suis spécialiste de ça, donc si je vous ai tapé les Voilà. 20, je suis désolé. C'était pas contre vous. Yes. Un autre modèle mental, c'est l'effet cumulé. Je crois qu'on en a déjà parlé, donc je ne vais pas trop développer là-dessus, mais voilà, Ouais, l'effet ouais, mais cumulé c'est super hyper important. hyper important. Quand voilà, typiquement vous placez de l'argent à intérêt cumulé, vous allez mettre 100 la première année. Si ça fait 10%, bah, vous serez à 110 la deuxième année. Et ensuite, vous serez à 110 plus 10%, ce qui est pourri. 110 plus 10% encore. Je sais pas combien ça va faire. Ça va faire 121, si je dis pas de bêtises. 110 plus 11. Donc, sur les 2-3 premières années, c'est pourri. Mais effectivement, sur 20, 25, 30 ans, là, on parle. Parce que Ouais, c'est ça. l'argent que vous gagnez en plus, évidemment, va générer plus d'intérêt et ainsi de suite. Et donc, ça va donner cette fameuse courbe exponentielle que vous connaissez. Et ça, typiquement, tu as besoin de modèles mentaux pour le faire, parce que c'est impossible de se représenter notre vie dans Exactement. 20 Et ans, du quoi. coup, Genre, si c'est tu vois, on revient super dur. aussi au modèle mental précédent de la pensée de deuxième ordre, c'est euh, ok, si je fais ça tous les jours, nous on raisonne linéairement, on ne sait pas. Enfin moi franchement, si tu me dis ouais, tu vas à la salle 2 fois par semaine, tu vas faire du CrossFit, je m'y suis mis récemment pendant 1 an, bah j'en sais rien parce que je l'ai jamais fait. Donc pour moi, ouais, je vais progresser un peu, je vais me muscler, mais je me rends pas compte à quel point ça peut changer ma vie si je le fais dans des proportions justement avec un effet de levier. Et donc si j'ai pas le modèle mental, à titre d'humain de Wesley Joachim, je suis comme ça dans ma bulle de Homo sapiens, bah ouais, d'accord, cool. Ok, dernier modèle mental, c'est la régression vers la moyenne. Il est aussi intéressant celui-là. Je me souviens parce qu'on a un pote en commun avec Seb qui s'appelle Moni, qui avait créé un club de modèles mentaux à Lisbonne, si je peux me permettre de le dire. Et justement, on avait eu un meet-up sur la regression to the mean, la régression vers la moyenne, qui dit simplement que quand voilà, dans un domaine, vous allez avoir des gens qui sont experts ou qui sont top performers. Et quelqu'un qui est un newbie, quelqu'un de nouveau dans un domaine, va pouvoir faire une bonne performance exceptionnellement aussi. Mais ça ne veut pas dire que cette personne-là, ça y est, a tout compris. C'est juste que c'est random, quoi. Voilà, vous avez tiré, vous commencez à tirer à l'arc, vous tirez dans le 1000, bah, il y a 99% de chances, je dis ça comme ça, pour que vous ne tiriez pas dans le 1000 sur la prochaine. Parce qu'en fait, c'est cette performance sortie de son contexte, elle était exceptionnellement élevée pour vous. Mais si vous tiriez 100 fois dans la cible, eh bien, forcément, votre moyenne serait plus en phase avec votre niveau réel. Donc, vous pouvez battre quelqu'un qui est meilleur que vous ou quelqu'un qui est moins que vous peut vous battre sur un match ou sur un tir, sur un essai, mais sur la globalité, eh bien, on va voir qui est le meilleur. Et on le voit très bien, en fait, dans le sport. Un championnat est quand même davantage représentatif du niveau réel des équipes qu'une coupe avec des matchs coup près où vous pouvez être éliminé sur un match ou sur 2 matchs. Mais si vous jouez une saison d'une vingtaine ou une trentaine de matchs, eh bien, il y a plus forte chance que l'équipe qui est réellement la meilleure ou voilà, le joueur qui est réellement le meilleur s'impose à la fin. En fait, les modèles mentaux, c'est vraiment ce côté réfléchir avant d'agir, quoi. C'est cette phrase un peu toute faite qu'on sort souvent. C'est à un moment, tu t'arrêtes, tu vas faire un truc, et en fait, tu dois conscientiser le fait de t'arrêter, de te dire, OK, comment je gère cette situation. Mais des situations même basiques, tu vois, genre la pensée de deuxième Mmh. ordre. On te propose de manger super gras. Tu sais que tu vas pas dormir le soir parce que tu vas être au bout de ta vie, tu auras trop bouffé. C'est du vécu souvent. Moi, je l'ai pas la pensée de deuxième ordre, tu vois. Je mange gras quand même, tu vois. Mais il y a vraiment ce côté où en fait, tu dois te dire, attends, si je mange cette pizza là, je vais passer une très mauvaise nuit. Demain, j'ai une super réunion importante et tout. Faut que je me lève tôt. Et si tu ne t'arrêtes pas, bah t'y vas en fait, tu vois. T'es comme un chat, C'est quoi. ça, Tu vois la c'est bouffe, ça. t'y vas, quoi.
Je vais partager 2 citations rapides avant de passer à la suite et à un peu plus peut-être nos expériences de terrain. C'est peut-être ce que vous attendez aussi avec Seb. Mais alors, Charlie Munger, c'est un peu le père des modèles mentaux, un homme très puissant, qui nous dit la chose suivante. La première règle est que vous ne pouvez jamais vraiment rien savoir si vous vous souvenez seulement des faits isolés. Si les faits ne tiennent pas les uns aux autres dans une tapisserie, hein, cette fameuse tapisserie de théories et de modèles mentaux, eh bien, vous ne pourrez pas les utiliser. Donc, il y a vraiment cette idée de voir les choses dans leur globalité, voir toute la boîte à outils plutôt qu'un seul de ces outils. Et puis, une autre citation de John T. Reed. Alors, juste Ouais, si je peux pardon. rebondir là-dessus, la grosse erreur en fait que tu dis dans cette citation, c'est tu apprends un modèle Ouais, c'est mental ça. et tu le répètes C'est partout. le marteau, quoi. C'est vraiment le marteau. Ouais, le marteau. Alors, si on peut développer un peu, parce que tu l'as dit rapidement tout à l'heure, mais en fait, l'idée, c'est que euh, quelqu'un qui a juste un marteau dans sa main va voir tous ses problèmes comme des clous. Et en mode, va juste taper dessus avec le marteau. Alors qu'en fait, euh, c'est pas forcément la meilleure Oui, façon parfois, de les il régler. va avoir besoin d'une pince pour retirer le clou du mur. Parfois, il va y avoir besoin je sais pas, de scotch pour le cacher, etc., etc. Tout ceci, ce sont des métaphores. C'était pas très français, mais bon, voilà. Vous avez compris Vous avez l'idée. compris l'idée. Mais ouais, non, mais encore une fois, justement, je sais pas si c'est un modèle mental à proprement parler, mais utiliser des métaphores, utiliser des images, c'est toujours pareil, c'est pouvoir simplifier des idées complexes pour, voilà, en fait, c'est vraiment ça, c'est vraiment au-delà du nombre d'outils que vous avez dans votre caisse à outils, c'est aussi comment est-ce que je fais en sorte que l'outil, que je puisse le saisir facilement et de se dire, OK, comment je vais créer une poignée euh, qui sera ergonomique pour ma main à moi pour que je puisse activer ce levier. Donc voilà, il y a vraiment ça, cette idée de façonner le monde pour qu'il soit saisissable par notre cerveau. Autre donc citation de John T. Reed, il dit, ouvrez les guillemets, quand vous commencez à étudier un domaine, vous avez l'impression qu'il y a 1 milliard de choses à mémoriser. Vous devez en réalité identifier les principes de base, ce qu'on appelle core principles en anglais. Généralement, entre 3 et 12 principes, eh bien, ça suffit. Parce que ce sont ces grands principes qui vont façonner le domaine ou la discipline en question. Donc, ça ne sert à rien de mémoriser 1 milliard de choses qui ne sont en réalité que des combinaisons de ces grands principes de base. Ouais, tout à fait. C'est une super citation, je trouve. Elle est super intéressante, surtout quand vous vous lancez dans un domaine. Et c'est bien de l'avoir en tête, justement, parce que c'est ce qui fait que tu te décourages pas aussi, quoi. Mais ça me fait penser, tu vois, à quelque chose, c'est que, tu sais, des fois, dans les interviews politiques, moi, j'aime beaucoup la politique, tu vois, je kiffe vraiment regarder ça, quoi, ça me fait délire. Et en fait, t'as plein de politiques, ils vont te prendre des cas ultra isolés pour le Exact. généraliser, tu vois. Tu vois, le spécialiste de ça, c'est Dupont-Aignan, tu vois. À chaque fois que tu écoutes ses interviews, il dit oui, la petite madame de mon quartier, il lui arrivait telle chose, et du coup, c'est grave. Et en fait, ça a aucun sens parce que le mec te prend un point de vue microscopique, une anecdote microscopique, comme il en arrive tous dans nos vies, pour le rendre d'un point de vue macro, c'est-à-dire, tu vois, il le généralise Bien sûr. à tout le pays, tu vois. Alors que tous les contextes sont hyper différents et compagnie, quoi. Donc, ouais, et en fait, le fait de connaître un peu ce système modèle mental permet aussi un peu le moins se faire avoir par ça, quoi. Et de se dire, ok, est-ce que le mec me raconte vraiment quelque chose d'intéressant, un point de vue qui est fouillé, qui est travaillé, ou est-ce qu'il me Ouais. raconte du flan, Ouais. quoi. Donc Wesley, du coup, détaillait pas mal de choses. Moi, je pense que voilà, on crée aussi nos propres modèles mentaux qui sont basés sur notre expérience. C'est quelque chose qui est naturel finalement, dans ce sens où on a tous nos expériences dans la vie et on remarque des patterns qui se répètent, tu vois. Ouais, quand tu dis Euh, des patterns, ça veut dire Par des exemple, motifs. Hein. Des motifs, des schémas. Ouais. oui, voilà, des choses qui se répètent un peu dans nos vies. Par exemple, tu vois, des fois, parler à tel type de personne, tu sais que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée. Ou agir de telle façon, bah, souvent, ça s'est retourné contre toi, tu vois. Et en fait, c'est d'une certaine façon, on crée nos modèles mentaux, tu vois. Alors, ça peut être un truc un peu puriste, tu vois. Les modèles mentaux, c'est un truc un peu niche. Et je pense que, je sais pas si tout le monde serait d'accord avec ce point de vue, mais moi, je suis assez persuadé de ça. Un exemple que j'ai, c'est par rapport à YouTube. Euh, Dans le sens où moi, pendant longtemps, je pensais que pour réussir sur YouTube, il fallait absolument être promu par quelqu'un de plus connu que toi.
Tu vois, il fallait que quelqu'un parle de toi, un gros site ou un gros youtubeur, pour que tu décolles. Parce que c'est quelque chose que j'ai vu plein de fois. Et après, j'ai découvert des gars comme Stan Leloup de Marketing Mania ou Victor Ferry qu'on a reçu sur ce podcast, qui m'ont prouvé autre chose, quoi. Qui m'ont prouvé qu'en fait, bah non, YouTube peut recommander tes vidéos et c'est une super nouvelle. Ça veut dire que tu peux te lancer toi-même et ça te force à faire du super contenu sur des sujets d'actualité, tu vois, ou des sujets de fond. Et en fait, l'algorithme te recommande. Et ça a complètement changé ma façon de faire parce que dans la production de mon contenu, du coup, j'ai intégré ça plutôt que chercher absolument la reconnaissance de personnes plus connues que moi. Bah, j'ai cherché à m'améliorer en fait. Et ce qui est beaucoup plus, qui a beaucoup plus de valeur ajoutée sur le long terme. Yes, yes. Bah, ton expérience, hein, de toute Est-ce que façon, toi, c'est hyper important, hein. c'est ça. Et est-ce que toi, tu as des exemples un petit peu comme ça, basés sur ton expérience? Euh, Effectivement, on se crée nos propres principes. Moi, j'ai quand même beaucoup. J'ai écouté beaucoup de contenu sur le dev perso. J'ai testé des choses différentes. Le jeûne intermittent, par exemple. Euh, L'abstinence sexuelle, ce qu'on appelle le nofap. J'ai regardé comment ça marchait pour moi au niveau de mon énergie. Alors, c'est des trucs qui peuvent paraître un peu intimes, mais voilà, même au niveau de la musique, tu vois, j'ai suivi pas mal de tutos pour m'améliorer quand je compose de la musique. Mais effectivement, je me suis rendu compte que euh, partir, tu vois, des premiers principes et écouter la nature qui m'entoure, l'environnement, et me demander, ok, qu'est-ce qui fait une bonne musique, qu'est-ce qui véhicule des émotions. Il y a beaucoup de choses que j'ai faites en observant à la fois ce qui se passe à l'extérieur de moi et à l'intérieur de moi, en me disant, ok, en fait, t'as pas besoin de vouloir sonner plus fort que le voisin ou avoir un son plus clean que telle autre personne. C'est juste, c'est bien de pouvoir le faire, tu vois, techniquement, mais c'est aussi bien de se dire comment je peux faire quelque chose de totalement différent. Et bien souvent, ça va être de passer par d'autres domaines qui n'ont rien à voir avec le domaine dans lequel on a envie de progresser et de créer quelque chose d'unique. Et je sais que Stan Leloup en parle beaucoup, même Antoine BM, du fait de s'intéresser à d'autres disciplines et de retranscrire dans sa discipline à soi ce qu'on a observé dans d'autres disciplines. Donc, je crois beaucoup à l'expérimentation, effectivement. Et puis, vous qui écoutez ce podcast et qui peut-être avez écouté mon podcast précédent et celui de Seb, il y a beaucoup de ça, quoi. Quand tu te dis, je vais parler de créativité pendant 100 épisodes, plus de 100 épisodes consécutivement, chaque jour, bah forcément, comment dire, on laisse plus de place à l'expérimentation plutôt que d'aller regarder ce que font les autres. On se dit, ok, bah voilà ce que j'ai observé dans ma vie, quoi. Donc, euh, donc ouais, forcément, on se crée nos propres modèles mentaux. Après, c'est une question d'étiquette, hein. Qu'est-ce qu'on vraiment un modèle mental dans l'absolu et nos propres principes de vie. On va se rendre compte que telle chose ça marche ou telle chose ça marche pas. Un autre truc tout con, j'ai remarqué que quand je fais de la musique ou quand je fais quelque chose qui m'anime réellement, où je suis avec mes meilleurs amis et que derrière je sors de chez moi, bah, j'ai plus d'énergie. Alors on pourrait se dire, mais c'est tout con. Mais je me dis, ok, comment est-ce que je peux faire en sorte d'être plus souvent dans ces situations? Parce que je sais que derrière, euh, que ce soit quand je vais rencontrer un prospect ou un client ou quand je sais pas, parler à une fille qui m'intéresse, eh bien, ça va radicalement changer la manière dont je vais m'exprimer et je vais être plus convaincant, l'interaction va être plus fun parce que je respecte ce fonctionnement-là qui est le mien. Mais encore une fois, je pense que je suis pas le seul à être comme ça. Donc, c'est plus en fait identifier à la fois ce qui marche pour nous, mais à la fois ce qui marche parce que juste on est humain, mais on n'a jamais pris le temps de l'observer. Tu vois? Quand tu vas te coucher plus tôt, par exemple, tu Ouais, parlais de c'est l'exemple de la clair. pizza un peu plus tôt dans l'épisode, quoi. Ouais, exactement. C'est issu de notre expérience en fait. Je pense qu'on s'en crée plein, mais il y a aussi un vrai intérêt d'aller voir ce qui se fait de mieux, parce que justement, alors on peut critiquer, tu vois, des gars comme Warren Buffett, Jeff Bezos et compagnie, parce que tu vois, on peut avoir ce truc, oui, mais enfin voilà, il y a plein de choses à critiquer là-dessus, mais en même temps, moi, je suis hyper partisan d'aller tout le temps voir chez tout le monde, même ceux qu'on n'aime pas forcément, quels sont leurs principes et quels sont leurs modèles justement que eux utilisent pour avancer, pour faire des choses. Parce qu'en fait, ça rentre dans une boîte à outils et il y a pas forcément Mm. d'éthique collée avec, tu vois. Parce que finalement, l'éthique, elle est plus sur ce que tu vas faire à la fin, la résultante de ça, mais sur la façon de le faire,
c'est pas vraiment, c'est différent. Et tu peux du coup te construire une boîte à outils géniale en t'inspirant de tout le monde et de même ceux que tu portes pas forcément dans ton cœur par rapport à ce qu'ils ont Exact. fait, quoi. Et c'est pour ça que c'est intéressant de s'intéresser Ouais, ouais. aux modèles mentaux. On va poursuivre le débat. Avant, mon cher Wesley, moi j'ai envie de lancer un truc. Là, on a ses avis là sur Apple Podcast. Si on arrive à 20, je vous propose qu'on refasse un épisode sur les modèles mentaux. On en donne pas mal. Donc voilà, si vous voulez avoir cet épisode, je vous propose d'aller sur Apple Podcast ou de trouver des gens qui ont des iPhones, des iPads, tout ce que vous voulez, et d'aller mettre une petite 5 étoiles. Ça nous aide beaucoup, nous, de notre côté. Ça nous permet de développer le podcast. Et puis on verrait qu'il y a aussi un intérêt sur ce sujet qui nous permettrait du coup de faire un peu du contenu supplémentaire sur ce sujet. Donc si ça vous intéresse, c'est une super façon de nous le montrer et en plus ça nous aide. Donc voilà, si ça vous va, à 20 On est à combien, là? évaluations sur Apple Podcast, on le fait. On est à 16, donc il y en a pas beaucoup en vrai, hein. Vous pouvez, c'est Yes. tout à fait C'est faisable. une excellente idée, mon cher Sébastien. Sur ça, Wesley, grosse question, c'est que des fois, il te passe des trucs dans ta vie et tu sais plus trop ce que tu dois faire. C'est-à-dire que, ok, tu as lu des modèles mentaux, tu vois un petit peu ce qu'il faut faire et tout, mais des fois, tu as des situations tellement extrêmes euh, que tu ne sais pas trop quelle est la bonne décision à prendre. Et là, ton instinct revient et ton instinct te dit fais telle chose. Et ça peut être hyper Exactement. bénéfique ou une catastrophe. Un exemple qu'on a eu récemment et moi qui m'a beaucoup marqué, c'est quand on a reçu Grégoire Gambato qui a créé Germinal, qu'on a reçu sur ce podcast il y a quelques épisodes. Et en fait, eux font une boîte où ils vont faire de la croissance via le web. Et en gros, ils avaient 14 clients grands comptes. Et au début du Covid et du confinement, ils perdent 12 clients sur les 14. Ils ont une vingtaine de salariés. Et du coup, bah, ils perdent tout, quoi, d'un coup, du jour au lendemain. Et il nous avait dit, du coup, les gars, vous faites quoi dans cette situation? Et on avait répondu, je crois, Wesley, bah, on sait pas. Et il nous a répondu, mais moi non plus, je sais pas. Et ils ont réussi à switch en créant, du coup, en passant sur de la formation en ligne, en faisant beaucoup, beaucoup plus de LinkedIn, etc. Mais, tu vois, c'est un truc où tu peux pas, c'est un moment où tu peux pas vraiment dézoomer parce que il y a le feu, quoi. Il y a vraiment un incendie, il faut que tu prennes une décision maintenant. Et la question, c'est quand est-ce que tu dois utiliser ton instinct et quand est-ce que tu dois utiliser un modèle mental? Alors, c'est une question c'est la question à 1 milliard, hein. C'est vraiment une question. Si on avait la réponse, on serait peut-être pas là. Non, je rigole. Vous pouvez rester, hein, vous qui nous écoutez. On est très content d'être là. Mais moi, ce que je vois, Seb, c'est qu'effectivement, plus on a le temps, du temps devant soi pour prendre une décision, et plus on peut se permettre de dézoomer et de prendre en compte les modèles mentaux. Ça, c'est clair. Quelqu'un vous agresse dans la rue, vous n'allez pas sortir votre iPhone, regardez, allez sur le blog de Farnham Street et regardez, attendez parmi les, je sais pas combien il y en a, tous les modèles mentaux présentés, lequel, voilà, il y en a 109 là qui sont expliqués sur la page en tout cas qu'on vous a mis dans les notes de l'épisode. Vous n'allez pas sortir votre iPhone, c'est le mec qui a sorti son couteau. Donc là, c'est le cerveau reptilien qui parle. Vous allez faire en sorte de vous en sortir indemne, vivant, que ce soit par le combat, la force, par la fuite, par la parole, pour calmer, raisonner la personne. Et c'est même pas que j'en suis persuadé, c'est la vérité. Notre corps et notre esprit, c'est un ensemble d'algorithmes biochimiques, comme en parle très joliment Yuval Noah Harari. Je crois qu'il en parle dans un peu tous ses livres, mais surtout dans Sapiens, je crois, et Homo Deus, en tout cas dans Sapiens. Et que finalement, tout est chimique, quoi. Même l'amour, enfin tous les sentiments. D'ailleurs, les émotions, il y a l'idée de motion. Il y a l'idée de Elsa qui nous écoute, qui fait du motion design, peut-être ça la fera sourire. Mais il y a cette idée de mouvement. Et il y a cette idée de quelque chose qui est physique, en fait, tout simplement, qui est chimique. Et de ce fait, j'ai envie de vous parler de la mémoire cellulaire, à la fois donc la mémoire cellulaire qui se transmet de génération en génération, mais également au cours d'une vie. Alors, je ne sais pas si on pourrait parler. Enfin, il y a aussi la mémoire cellulaire, mais c'est peut-être plus comment on a été façonné depuis notre naissance. Donc, la somme des expériences, le conditionnement social, etc., qui va faire que dans une situation donnée, lorsqu'on n'a pas le choix, enfin pas le temps, et on doit tout de suite prendre une décision, eh bien, c'est le cerveau reptilien qui va agir, et qui va faire la chose, qui va au maximum permettre la survie dans un moment critique.
Donc ça, c'est hyper important. Et ça aussi, c'est une forme d'intelligence, tu vois. En fait, les fameux réflexes. Mais évidemment, c'est plus facile d'avoir des réflexes. Par exemple, si on parle vraiment des réflexes physiques, si quelqu'un vous agresse dans la rue, pardon, et que vous avez fait 10 ans de Krav Maga ou de karaté, ça va être plus simple pour vous, plus facile d'être réactif et de savoir déjà peut-être raisonner la personne, mais ensuite de savoir physiquement comment répondre à cette agression. Donc, à défaut de mieux, lorsqu'on est dans une situation critique, on fait avec ce qu'on a. Et là, c'est le reptilien qui parle. Mais effectivement, plus vous avez de bagages dans plein de disciplines différentes, et plus votre instinct, entre gros guillemets, ou votre intuition, eh ben, elle va se révéler, cette intuition va se révéler bonne, parce que justement, non seulement vous avez ce qui est ancré en vous au niveau reptilien, au niveau biochimique, mais également tout l'acquis, tout ce que vous avez appris, qui va être ce qu'on appelle la deuxième nature, où vous allez, boum, dans une situation, vous l'avez tellement anticipé, préparé ou déjà vécu que, ok, je sais exactement comment répondre, ou en tout cas, je vais avoir une réponse qui sera très pertinente et la personne sera désemparée, ou en tout cas, le problème sera résolu. Donc, je pense qu'il y a beaucoup cette question de combien de mètres il vous reste avant de tomber de sauter dans le ravin. Tu vois, si la voiture elle est à pleine vitesse, bah tu sautes de la voiture quoi, et que tu peux pas l'arrêter. Mais si tu as du temps, bah regarde comment tu peux la stopper, changer de direction, te demander si est-ce que en premier lieu, est-ce qu'il fallait que je sois dans cette voiture à ce moment-là. Donc le champ des possibles est infini. Ça dépend vraiment, je pense, de la question de la temporalité et de l'urgence quoi. Je pense que ça c'est un point effectivement très important. Ouais, c'est clair. C'est super intéressant ce que tu dis. Il y a moi, j'ai un point de vue sur ce sujet de l'instinct, ce qui est assez, je pense, par rapport aux gens, tu vois, et qui est pas forcément populaire, parce que souvent on nous dit de pas juger les gens avant de les connaître, etc. Tu vois. D'une certaine façon, c'est vrai, mais d'une autre façon, depuis que t'es petit, ton instinct apprend à juger les gens en fait, et instinctivement, tu peux pas t'empêcher de faire ça. Tu vois, tu rencontres quelqu'un, tu vas forcément le mettre un peu dans une sorte de case pour essayer de le comprendre, tu vois. C'est une façon c'est un peu un modèle mental dans un sens, dans le bien sens sûr, on raisonne par case et par étiquette de toute façon. Et tu as besoin de simplifier les gens. Et souvent, on me dit, ouais, tu vois, quand on parle de soi-même, on dit, oui, moi, je peux pas être mis dans une case, machin truc. C'est un truc que j'en peux plus de l'entendre personnellement, parce que je le pensais avant, tu vois, aussi, comme tout le monde, je pense. Et c'est qu'en fait, maintenant, enfin, tout le monde dit ça, tu vois. Personne dit, ouais, moi, je suis dans une case, et voilà. Ou alors, c'est assez rare, tu vois. Mais notre cerveau, en fait, depuis qu'on est tout petit, il apprend à juger des gens et à se méfier ou pas, ou au contraire à faire confiance. Et je pense que c'est un peu aller contre la nature, en fait, de dire non, mais prends le temps, effectivement, de juger et tout. C'est sûr que des fois, ça vaut le coup de le faire, mais souvent, quand même, ton instinct te trompe pas forcément, quoi. Ouais. C'est délicat de Après, répondre à cette question. Ouais. c'est pas toujours le cas, parce que par exemple, quand j'ai rencontré Wesley, au début, je me suis méfié. Et au final, pas du tout. Tu vois, genre aujourd'hui, on fait ce podcast ensemble et tout. Et c'est pas vrai dans 100% des cas, heureusement, tu vois. Mais moi, je constate qu'à chaque fois que je me suis méfié de quelqu'un quand je l'ai rencontré, j'ai souvent eu raison, tu vois. Je pense vraiment à 80% du temps, quoi. Et enfin, voilà, quoi. Du coup, c'est difficile de se dire, est-ce qu'il y a un modèle mental à appliquer, tu vois, dans ce genre alors de cas. moi, il y a un autre truc dont je voudrais parler qui va peut-être effectivement nous éclairer, en tout cas t'éclairer Seb, puis vous aussi qui nous écoutez évidemment. C'est j'ai lu ça récemment dans un livre. c'est un concept qui s'appelle la programmation biologique obsolescente. Alors en fait le problème aujourd'hui, et je sais plus de qui est une autre phrase que je vais vous sortir maintenant, accrochez-vous, c'est à peu de choses près, nous, Homo sapiens en 2020, vit avec un cerveau qui est archaïque, mais vraiment, hein, qui a plusieurs dizaines de milliers d'années, qui a très peu évolué, avec des institutions qui sont dépassées, et avec une technologie divine, qui est vraiment digne des dieux. Il y a un décalage énorme entre tout ça. Il y a vraiment cette dissonance. Le fait est que si on suit exactement ses instincts, on a envie de manger, par exemple, du sucre et du gras souvent ou tout le temps. Parce qu'on a été câblé pour ça, parce que dans la nature,
on est toujours d'une certaine manière dans la nature, mais en tout cas, dans l'évolution de l'homme, pour être un peu plus spécifique, ça avait beaucoup de valeur de manger des ressources sucrées et grasses, parce que ça permettait de survivre un peu plus longtemps, parce qu'on ne savait pas quand est-ce qu'on pourrait retrouver à manger la fois suivante. On n'avait pas les supermarchés. Aujourd'hui, on a une abondance de nourriture, notamment grasse, sucrée et transformée. Et quand je dis grasse, les experts en nutrition, moi je sais qu'il y a du bon gras, enfin voilà, il y a du bon gras et du mauvais gras, mais il y a vraiment cette idée d'aller vers l'alimentation la plus calorique, je vais dire ça comme ça, parce que notre cerveau, il va toujours valoriser ça parce que il est en mode, on trouve ça bon parce que ça a une utilité en matière de survie. Et c'est ça que j'explique souvent, moi, c'est comme ça que je vois les choses et ça me paraît juste. Il n'y a pas que ça, évidemment, le culturel joue, mais quand on est attiré par certains traits physiques chez un individu du sexe opposé ou du même sexe selon ses préférences, en fait, ça a des raisons. Ce qu'on trouve beau, c'est parce que c'est utile en premier lieu. C'est utile pour la survie et pour la reproduction. Ça peut paraître très cru, très non, le mec il est comme ça, en mode biologie pure, mais oui, ça compte. Et de ce fait, il y a plein de réflexes qu'on va avoir qui vont être juste des vieux conditionnements de notre cerveau qui n'ont aujourd'hui plus grand intérêt, parce que si on les suit, encore une fois, au pied de la lettre, on va arriver, on va se battre avec tout le monde dans la rue, on va faire n'importe quoi. On a besoin d'être normé. Et à côté de ça, il y a aussi le conditionnement social qui fait que on est tellement normé que du coup, on reste sur ses rails, et on va pas remettre en question ce qu'on fait parce que tout le monde le fait. Alors que c'est pas forcément la meilleure chose à faire. C'est juste que c'est des normes pour permettre une cohésion, tu vois, au niveau de la société. Donc c'est peut-être un peu flou parce que je donne pas beaucoup d'exemples, mais l'idée c'est de sortir de ça et se demander, ok, en gros, parmi toutes les choses que je fais par défaut dans ma vie, en fait, c'est juste prenez votre vie. Aujourd'hui, vous avez fait quoi? Demain, vous allez faire quoi? Hier, qu'est-ce que vous avez fait? Et demandez-vous quelles sont les choses qui sont vraiment pertinentes en fait. Est-ce que ça m'aide? Est-ce que ça aide les autres réellement ou pas? Et c'est super intéressant, tu vois, parce qu'on cherche toujours à minimiser l'effort et maximiser le retour sur effort, sur investissement. C'est pour ça qu'effectivement, si ça tient qu'à nous, on n'a pas envie de faire du sport. C'est pour ça que c'est chiant. Parce qu'en fait, avant, on n'a pas envie de travailler parce que non plus, en fait, naturellement, les êtres vivants sont, dans un environnement qui n'a pas changé avec le temps. Et là, ça commence un petit peu avec l'action de l'homme sur la planète. Et je terminerai là-dessus parce que sinon, je vais trop digresser. C'est dans son environnement naturel. Je sais pas, un dauphin qui est dans les océans, il nage et il va chercher à manger, il va se reproduire et il va jouer, etc. L'environnement n'a pas bougé, le dauphin a évolué relativement peu, comme nous, on a évolué finalement relativement peu en termes de cerveau, de structure du cerveau. Mais lui, c'est encore pertinent, pour à 99%. Pour nous, qui vivons maintenant dans des bâtiments, qui avons un mode de vie sédentaire et qui sommes taillés pour beaucoup marcher, par exemple, chaque jour, et pour faire de l'exercice physique parce qu'on en avait besoin pour se nourrir, en fait, encore une fois, et pour survivre, eh bien, on ne le fait plus aujourd'hui. Et si on ne se recrée pas, finalement, un écosystème dans notre écosystème pour faire des choses qui vont nous permettre de rester en bonne santé physique, mentale, émotionnelle, eh bien, on va au-devant de grosses déconvenues. Donc, c'est là que c'est délicat, en fait, de se dire, OK, on a créé tellement d'outils et on a un monde qu'on a tellement façonné que du coup, on est dénaturé. Comment est-ce qu'on fait en sorte d'être en phase avec notre vraie nature tout en étant en phase avec cette partie, ce qu'on appelle le cortex préfrontal, qui nous donne envie d'aller toujours plus haut, plus loin, d'aller sur Mars et d'accomplir des choses dignes des dieux, quoi. C'est très très délicat et je pense qu'on pourra en parler des heures, mais en tout cas, pour répondre un peu à cette question, du coup, je reviens à la question: quand faut-il suivre son instinct ou un modèle mental? Encore une fois, c'est Grégoire Gambato, il a pris une décision excellente. On parlera peut-être après tu parleras de The Family, peut-être, Seb. C'est, en gros, soyez curieuse, intéressez-vous à plein de choses, aux modèles mentaux, essayez de comprendre le monde en dézoomant bien au-delà de votre petite personne, de sorte à ce que lorsque arrivera un problème, eh bien, vous serez capable de dézoomer un minimum, même si vous n'avez pas beaucoup de temps, en vous demandant, OK, qu'est-ce que j'ai dans ma boîte à outils? Qu'est-ce que j'ai dans ma boîte à outils? Et qu'est-ce que je peux utiliser? Donc, c'est plus finalement l'idée de prévenir
de guérir, quoi. Et puis aussi observer ce qu'on fait les autres, plutôt que de regarder seulement son expérience, se demander, ok, dans telle situation similaire, qu'est-ce que les personnes qui ont réussi à sortir de cette situation ou à la résoudre ont fait, ou qu'est-ce qu'elles auraient fait à ma place. Ouais, c'est très bien dit. Merci Wesley pour ce moment. C'est une vraie réflexion, effectivement. Euh, Comment aujourd'hui, en tant qu'humain, tu vois, on est dans une société complexe qui ne nous permettent pas forcément de. euh, Enfin, on n'a pas forcément les armes, entre guillemets, pour évoluer de la meilleure façon. Et c'est pour ça qu'ont été inventés finalement tous ces principes-là. Euh, et puis, il y a un truc aussi qu'il faut dire, c'est que, tu vois, Grégoire Gambato, on en parle parce que ça a marché, mais si ça n'avait pas marché, on n'en parlerait pas, tu vois. Si c'était Ouais. complètement planté et que ça avait fait Je faillite, crois que c'est un modèle mental, hein, c'est le biais du survivant. parlé, On va regarder le survivant et on va se dire, ah, il est milliardaire, il a fait ça, donc je vais faire ça. Non, parce qu'il y en a plein qui ont fait ça, ça n'a pas marché. Ça, c'est plutôt un biais cognitif, mais ouais, effectivement. Et voilà, juste pour parler rapidement de The Family, puisque tu l'as mentionné. Alors après, on va quand même couper ici. Mais en gros, eux, le jour 1 du Covid, ils ont rendu leurs locaux, alors que c'était un des trucs sur lesquels ils faisaient énormément d'événements, énormément de meet-up, ils accueillaient plein de gens là-bas, ils avaient des bureaux pour les entrepreneurs, etc. Et en fait, c'est une décision qui est... Enfin, je pense que... Tu sais, j'essaie de me dire, si j'avais été à leur place, qu'est-ce que j'aurais fait? Et je pense que j'aurais pas osé penser à ça, tu vois, dans le sens où je me serais dit... tu vois, quand t'as des locaux, c'est un peu comme quand t'as ta maison, tu vois. T'as des locaux que t'as designés à ta façon, qui te ressemblent. Tu reçois plein de gens et tout. Bon, après, il y a plein d'infos que j'ai pas, tu vois. Mais d'un côté, tu vois, t'as plein d'émotionnel, en fait, par rapport à un bâtiment ou un lieu. Et eux, jour 1, enfin, dans les 48 heures qui ont suivi le confinement, ils se sont dit, bon, on sait pas combien de temps ça va durer, ça va nous coûter une blinde, donc on rend, quoi. Et en fait, bah, bravo, parce que même si au final, il n'y a pas de reconfinement et qu'au final, tu vois, ça a duré juste 2 mois et qu'ils sont perdus le locaux sur une décision un peu comme ça, finalement, bah, ils ont pu expérimenter plein d'autres choses et ils ont trouvé un modèle qui est meilleur pour eux, au final. Et surtout, ils ont minimisé les risques euh, de faire faillite, tu vois. Ils avaient fait toute une formation sur le Covid et ils ont dit, en gros, ne soyez pas optimiste dans cette situation, quoi. Au contraire, soyez le plus pessimiste possible parce que c'est inédit, on ne sait pas ce qui va se passer, il n'y a pas de précédent et ça peut être une catastrophe. Donc vraiment, il faut vraiment que vous soyez pessimiste à fond pour pouvoir vous en sortir et sauver les meubles. Et c'était assez intéressant, quoi, de l'entendre. Parce que c'est vrai que tu as tous les points de vue et tu as un peu, tu vois, l'optimiste ambiant tout le temps. Et puis t'écoutes les journaux, bah, tu as tous les points de vue. Tu as les gens qui annoncent la crise économique du siècle. D'autres qui disent non, mais ça va aller. Enfin, tu vois, c'est difficile un peu à évaluer, quoi. Tu vois, parce que c'est très abstrait, en fait. Boire et à manger. Donc, voilà. Sur ce, on va clôturer cet épisode, on va passer au truc de la semaine, mais avant tout, bah, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, à des gens que ça pourrait intéresser, c'est sur vos réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Twitter, ce que vous voulez, Tumblr, pourquoi pas, si vous êtes très hipster. Euh, et n'hésitez pas à nous mettre aussi vos des évaluations sur Apple Podcasts, ça nous aide à se faire connaître, à se développer. Et comme on vous l'a dit, on vous fera un épisode plus complet sur les modèles mentaux, où on développera plusieurs de ces idées-là. On en sélectionnera pas mal avec Wesley et on vous les détaillera. Et pour ça, bah voilà, si on atteint 20 avis sur Apple Podcasts, ça nous fera le signe que c'est un sujet qui vous intéresse. Et en plus, ça nous aidera beaucoup. Donc voilà, on vous remercie d'avance. Exact. Et sur ça, on va passer au truc de la semaine. Wesley, quel est ton truc de la semaine? Bah moi, il va être très bref. Je vais compenser mes monologues de tout à l'heure. C'est l'Assemblée générale de la cuisine du web à laquelle tu étais présente également, Sébastien. Présente, ouais. Présent. Oui, pardon. Tout à fait. je suis trop dans je me mords la queue là avec la grammaire. C'était super cool. On a élu les nouveaux membres de l'Assemblée générale. C'est une association, la cuisine du web, association autour du web, les entrepreneurs du web à Lyon. On était dans des très jolis locaux du côté de La Pardieu. Et ouais, on a passé un bon moment. C'était l'occasion. Moi, c'était surtout un petit peu renouer avec une vie sociale associative depuis le confinement. Donc, pas grand chose à dire. Hein. C'était très sympa. Ouais, moi, j'ai quand même à dire sur ça, si je failli le mettre en truc de la semaine aussi, mais du coup, tu l'as mis, j'en profite. Ouais, en fait, donc l'association, elle existe depuis un moment. Et
le truc, c'est qu'en fait, nous, on a adhéré avec Somolto cette année. Toi, je crois que tu as adhéré cette année Ouais, aussi, ou alors c'est ça. fin Fin d'année dernière, je 2019, sais ouais. plus. Voilà. Et donc, en fait, voilà, on a adhéré pour l'année. C'est une asso qui propose plein d'événements. Enfin, il y a vraiment un côté communautaire qu'on a un peu sous-exploité encore pour le moment, mais qui est présent. Et en fait, ils organisent aussi un salon qui s'appelle le Blend Web Mix, qui a lieu tous les ans à Lyon. Et tu vois, c'est un salon que j'ai particulièrement dans mon cœur parce qu'en fait, je me suis tatoué la première fois là-bas. Tu vois. Wow. Il y avait un salon de tatouage intégré au truc. J'étais allé voir la fille qui s'en occupait. Black Beardy d'ailleurs, qui fait des super tatous à Lyon, si ça vous intéresse de vous faire tatouer. Et en fait, elle m'a dit ouais, du coup, je fais des flashs, donc c'est des tatouages que je fais qu'une fois, et faut juste prendre rendez-vous. Et je lui fais mais ça coûte combien? Je fais, bah, c'est gratuit, ça inclut avec le billet et tout. Je fais mais trop bien. Et du coup, je me suis retrouvé à me faire tatouer au bout d'une heure de salon, ce qui était énorme. Et voilà. Et en fait, j'aime beaucoup ce salon. Il y a plein de choses intéressantes, il y a plein de conférences, et surtout tu fais plein de réseaux, c'est toujours bonne ambiance, et il y a des conférences super cool. Donc ouais, j'aime beaucoup ce que fait la cuisine du web, et j'avais vraiment envie d'y adhérer et de m'inclure un peu plus dedans. Et en fait, ce qu'ils me disaient, c'est que ils ont une situation assez compliquée parce que bon, il y a eu un peu des petits soucis sur certains sujets, et il y a eu le confinement en plus qui a pas aidé. Et tu vois, ça m'a rendu un peu triste de me dire, waouh, une asso pareille qui fait autant de travail Mm. peut Mm, disparaître, mm. alors elle a le vent dans le dos un peu, tu vois, d'un côté. Ouais. Et, et en fait, il y a vraiment un côté gestion financière qui est compliqué, qui est vraiment pas simple à gérer. Et ouais, ça m'a un peu fait de la peine, et je me suis dit, waouh, enfin, tu vois, il faut pas laisser mourir ce genre de choses, en fait. Il faut vraiment, je veux vraiment aussi rendre un peu hommage aux gens qui ont permis que ça survive, en fait, dans le sens où c'est une asso qui est importante, c'est une asso qui fait des choses, qui fait bouger les choses. Et ce genre de bijoux, il faut absolument les préserver. Mm. Donc voilà, si vous n'êtes pas adhérent à la cuisine de web et que vous êtes à Lyon et que c'est un sujet qui vous intéresse, renseignez-vous, ça coûte pas très cher, et vraiment, il y a du bon retour sur investissement aussi. Il y a plein d'événements, il y a plein de choses. Ça peut vraiment être intéressant pour vous en plus, en termes de réseau. Euh, et puis c'est très large en fait. C'est qu'il y a le côté, il y a du côté tech, mais il y a pas que ça quoi. C'est assez large quoi. Tu vois, Mm, mm. Wesley, t'es dedans nous aussi. Donc il y a plein de sujets différents, et vous pouvez trouver pas mal de Je partenaires. valide. Seb, quel est ton truc de la semaine? Et non, c'est très très bien, effectivement. Je, ça m'a marqué hier. Je me suis dit, putain, au moins, je vais à cet événement. C'est, tu vois, l'AG, tu dois voter. C'est un peu, ça peut paraître un peu, moi, je trouvais ça un peu long à un moment donné. Mais quand tu vois d'où ils reviennent et ce qu'on est en train de permettre tous ensemble, c'est beau. Et je me suis dit, waouh, t'assistes à ça. Et Wesley, voilà, et de la gratitude pour, déjà pour la cuisine du web et puis pour le fait de vivre ce moment, quoi, tout simplement. Ouais, tout à Yes. fait, tout à fait. Donc un gros big up à Jérôme et Tiffen Mm, qui gèrent ça exactement. de fou, et puis tous les bénévoles aussi qui donnent leur temps évidemment à ça quoi. Yes. Seb, on passe à ton truc de la semaine. Ouais, alors moi j'aimerais faire des excuses publiques. Non, je rigole. Mais en fait, du coup, on a sorti l'épisode sur la critique. Il faut savoir que c'est un épisode qu'on a enregistré, je sais pas, il y a combien de temps, Mm. quoi. Même là, quand vous écoutez cet épisode-là qui sort aujourd'hui, je pense que c'était. Enfin, voilà, on a tout le temps quelques semaines d'écart. Et en fait, dedans, je parlais d'un de mes super amis qui, en gros, euh, m'a un peu donné cette sensation de me freiner. En fait, j'avais peur de son avis, et du coup, il y a pas mal de choses que je n'ai pas faites par rapport à la peur un peu de ce que lui allait dire, tu vois. Et en fait, comme je m'en doutais un peu, il s'est reconnu. Et donc, en fait, je voulais un peu compléter là-dessus, parce que c'est vrai que j'ai réécouté l'épisode. Tu vois, moi, je me souviens jamais de ce que je dis. C'est-à-dire qu'en gros, là, on va raccrocher l'épisode. J'aurais aucune idée de ce que je viens de raconter. Et du coup, si vous me dites, ah ouais, moi, dans Stémator, t'as dit tel truc et tout. Et là, moi, je vais te dire, qu'est-ce que j'ai raconté comme connerie encore? Tu vois, genre, c'est Mm. terrible. Je n'arrive pas à me souvenir de ce que je raconte. Et en fait, bon, j'ai réécouté, et juste pour compléter un peu ça, c'est vrai que des fois, tu as des gens dans ton entourage qui peuvent t'empêcher de faire certaines choses, mais il faut aussi voir quelle est la part d'excuses qu'on se donne aussi. Tu vois, on se trouve tout un tas d'excuses là-dessus. Euh, Ce syndrome que j'ai eu avec lui, j'ai eu avec d'autres. Tu vois, il y a des gens, des mentors que j'avais, j'ai pas fait de choses parce que j'avais peur de leur avis à Mm. eux. Alors que potentiellement, ils auraient jamais regardé ce que j'ai fait. Tu vois. Et donc, il y a de ça. Et puis la deuxième chose aussi qui est importante à dire, c'est que d'un côté,
après y avoir réfléchi, je me dis oui, mais en fait, euh, si j'avais peur de sa critique, c'est parce que lui, je peux pas l'arnaquer intellectuellement, tu vois. Tu vois ce Ouais. que je veux dire? Ça veut dire qu'en fait, ça me pousse à donner le meilleur de moi-même quand je fais les choses. Il faut dépasser un peu ce côté, je le fais pas, parce que ça, c'est une catastrophe, quoi. Si tu te bloques de faire quelque chose à cause de la vie des autres, bah, il faut vraiment te forcer, te mettre un couteau au cul, quoi. C'est difficile, mais il faut vraiment le faire parce que sinon tu passes à côté Oui, bien sûr. d'énormément de potentiel. Et d'un côté, tu peux utiliser, je pense, ce côté, ouais, bah, j'ai quelqu'un qui est assez critique dans mon entourage et tout ça, et tu peux l'utiliser comme une force de te dire, bon, bah voilà, c'est ça, je vais donner le meilleur de moi-même parce que j'ai peur de sa critique et du coup, il faut que je sois exigeant avec moi-même, en fait. Tu vois. Et voilà, j'avais envie de compléter ça parce que c'est des réflexions en ce moment sur à quel niveau il faut être dur avec soi-même. Tu vois, en ce moment, je suis dans une phase où je pense que je le suis beaucoup. Je suis très dur avec moi-même, je me félicite très peu de ce que je fais. Euh, je suis souvent comme Mhm, ça, tu mhm. vois, en ce moment. Mais par contre, alors c'est très difficile parce que ça te met une grosse pression. Parce que du coup, j'ai toujours la pression d'essayer de m'améliorer, de vraiment, tu vois, c'est même une tension en fait permanente. Mais d'un autre côté, le revers de la médaille, c'est que ça m'aide vraiment à progresser très vite. Tu vois, je sens que cette année, il y a j'ai une courbe de progression immense grâce à ça, et j'ai envie de continuer. Et donc, je pense qu'en fait, tu peux hack un peu tout ça si tu as quelqu'un dans ton entourage qui est très critique et te dire, pas forcément faire le contenu par rapport à lui, faut aussi voir sa pertinence là-dessus, mais te dire que si tu as quelqu'un qui intellectuellement, tu sais que tu peux pas l'arnaquer entre guillemets, euh, bah justement ça te met la barre plus haute que tu te la Ouais. mettrais toi-même. Et ça a un sacré avantage en fait. Donc voilà, j'avais envie d'en parler et puis lui faire des gros S'il bisous nous aussi. écoute, C'est quelqu'un exactement. que j'apprécie beaucoup. Il le sait, hein, mais je profite pour le redire. Super, super. Voilà, voilà. C'est beau. Oui, c'est magnifique. Sur ce, bah écoutez, mon cher Océan, on a fait le tour de cet épisode. Comme d'habitude, on essaie de faire plus court, ça ne marche pas. Donc bon, bah, à un moment donné, Wesley, je pense qu'il faut se résigner. Hein. On est Non, mais prêt on pour est faire tellement des épisodes passionnés, d'une heure. franchement, là, les modèles mentaux, ça y est, quoi. Ouais, donc, voilà, on a peut-être dit des trucs que les puristes vont pas trop apprécier. N'hésitez pas nous contacter sur LinkedIn et compagnie, ou nous ajouter sur LinkedIn d'ailleurs si ça vous intéresse Critiquez-nous, pour challengez-nous, réagir. on est là pour ça. Voilà, voilà. Si vous envoyez des tomates, évidemment, on va en renvoyer aussi. Mais si vous nous donnez des infos intéressantes sur des choses qu'on a mal dites ou pas dites ou sur lesquelles on s'est trompé, bah, on est Ouais. 100% open. Le groupe Voilà, Facebook, vous n'hésitez allez sur pas. systemator.tech, TECH, et vous pouvez faire une demande d'accès au groupe pour en discuter. Parfait. Et puis, partagez l'épisode si ça vous a plu. Les petits avis sur Apple Podcast. Et puis, on vous dit à lundi prochain pour un prochain épisode. Et puis, bah, c'est bientôt les vacances pour ceux qui peuvent en prendre. Donc, profitez-en. On avait fait un épisode sur faut-il prendre des vacances l'année dernière. Je pense que mon avis est totalement changé. Enfin, qu'on le réécoute, on pourrait faire une Mm, V2, un de ces quatre, grave. mon cher Wesley. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, là-dessus. Et puis, bah, on vous dit à la semaine Ciao, ciao. prochaine. Ciao, ciao.